techniquement, il n'y a pas vraiment de révolution en novembre dernier, pardon, prochain non plus. Prochain peut-être, on verra. En tout cas, novembre dernier, c'est clair. Et je pense que la question de la révolution, franchement, c'est l'histoire qui le dira. Qu'il y ait un point de non-retour dans le fait que des centaines de millions de personnes se sont rendues compte que la machine était fluide en langage, ça, je le pense. Et je situerai le changement plutôt d'un point de vue de la perception que nous avons de ce que c'est être un homme. Et de cette perte du primat langagier, entre guillemets, je pense que va naître une sorte de nouvelle envie de découvrir vraiment l'humain. Moi, c'est comme ça que je le perçois, c'est-à-dire qu'il y aura de toute façon, d'une façon ou d'une autre, l'envie d'être particulier par rapport à la machine. Si vous voulez, le biais que beaucoup ont à anthropomorphiser ChatGPT, enfin le produit ChatGPT, parce qu'il est bon en langage, pour moi, dérive plus d'une diminution de ce qu'on pense être l'humain, que d'élever sur un piédestal la machine. Et cette espèce d'écart, pour moi, va se résoudre forcément par une redécouverte de l'exceptionnalité d'un enfant de 8 mois qui est capable de dire la différence entre mange la fraise, le la en tant qu'article, et je la mange. Un enfant de 8 mois. Pas 18, 8 mois. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose d'exceptionnel dans l'humain, dans le langage. Je prends l'exemple du langage parce que c'est sur ça qu'on évalue ChatGPT. Et c'est cette redécouverte de l'exceptionnel de l'humain, pour moi, qui... En quoi l'humain reste exceptionnel qu'est-ce qui différencie encore cette intelligence humaine de cette intelligence artificielle ? Beaucoup de choses. Un exemple tout simple, si vous demandez aujourd'hui, j'aime pas beaucoup induire en erreur la machine parce que c'est un jeu auquel tout le monde s'essaye, mais si vous prenez aujourd'hui une simple tâche comme demander d'écrire une phrase avec des mots qui ne sont pas présents dans la Bible. C'est un challenge honnête envers la machine parce que la Bible est présente sur Internet en un nombre de traductions absolument incroyables avec des versions liées aux différents cultes et que c'est vraiment sûrement un objet que la machine a rencontré plusieurs fois dans son entraînement. Vous n'avez pas de bonne réponse alors qu'un humain se placerait tout de suite parce qu'en fait, il y a une question par rapport à la résolution du problème, à se hisser, par exemple, quand je donne des cours ou je donne des conférences, je demande au public de s'essayer à résoudre ce problème. Et très spontanément, tout le monde dit turbocompresseur, enfin, faire des phrases avec tout ce qui a été inventé après la date d'édition de la Bible. Ça serait spontanément une façon de résoudre le problème. Mais vu que la machine actuellement est un système sophistiqué de calcul statistique de mots, qui sont plus ou moins probables selon les mots qui précèdent, vous êtes dans une situation où vous avez la pièce que tu dois absolument lire et vous devez prédire la fin, et pièce et lire vont vous indiquer, ces deux mots ensemble statistiquement vont vous indiquer que vous devez plutôt aller vers du théâtre et que c'est pas une pièce d'un appartement, c'est pas une pièce de monnaie. Parce que vous avez lire. Et donc, ce que fait la machine, au fur et à mesure, c'est calculer statistiquement quel est le mot le plus probable sur la base de ce qu'il a déjà vu. Donc, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas encore dans le niveau de sophistication de la résolution de problèmes, à moins d'avoir entraîné la machine sur cette résolution de problèmes en phase d'entraînement. Donc, si vous voulez, on est encore dans un système statistique de probabilité. Moi, je suis assez sur la révolution. Je suis d'accord sur beaucoup de points, peut-être un peu moins optimiste sur votre conclusion, mais sur le point que ChatGPT n'est pas une révolution technologique, ça c'est clair. Que ça étend encore le domaine du calcul, ça c'est une évidence, c'est-à-dire que ce qui est produit par une intelligence artificielle, c'est produit par le calcul. Et donc il y a une très grande différence, effectivement, entre l'humain et le calcul. De mon point de vue, enfin, quand j'en parle dans Submersion, je dis juste une chose. Moi, je suis quand même, et on le voit,
quand on parle de fatigue informationnelle, par exemple, les gens qui s'informent de moins en moins parce qu'ils se considèrent comme trop informés. On voit aussi dans l'univers qui est le mien, de l'audiovisuel ou autre, qu'à un moment donné, quand on nous propose trop d'options ou trop de choix, on n'arrive plus à faire notre choix. Que c'est plus facile de choisir entre 6 chaînes de télévision qu'entre 41 000 programmes sur une plateforme. Qu'il est plus facile de choisir entre 15 CD qu'entre 100 millions de titres disponibles sur Apple. Et que donc tout ça provoque une certaine fatigue et justement le fait d'aller chercher vers le calcul la solution à la fatigue. C'est-à-dire en fait notre volonté. On délègue à l'algorithme le choix. Et que le problème, je rejoins sur, et merci de l'avoir cité, c'est que évidemment l'algorithme n'a qu'une version calculée de nous-mêmes et toute version calculée de nous-mêmes est forcément une caricature de nous-mêmes. C'est-à-dire que oui, ça nous approxime, d'une certaine façon ça connaît une partie de nous, mais ça ne nous reconnaît pas en tant qu'humains, ça ne permet pas forcément la surprise, la révélation, la quête, de ne pas trouver ce qu'on cherche ou de trouver ce qu'on ne cherchait pas. Mais dans le domaine quand même de la production aujourd'hui, ce qu'on voit arriver, et là-dessus je suis assez d'accord sur ce qui a été dit, c'est que si on considère aujourd'hui que, ce qui est mon cas, on a déjà un déluge informationnel, on a déjà un déluge de vidéos, d'audio, de sons, l'arrivée de l'intelligence artificielle va amplifier considérablement encore tout ce qui est produit. On le voit arriver. Il y a désormais, alors pratiquement aujourd'hui, toute création culturelle, entre guillemets, est assistée par l'intelligence artificielle de plus en plus. On voit que pour un certain nombre de produits, entre guillemets, ça va être produit directement par intelligence artificielle. Et donc ça veut dire que ce flot-là va continuer, va s'accroître, que la difficulté de se repérer, de choisir, de ne pas céder au calcul comme approximation de nous-mêmes, va continuer. Et moi, ce que je crois, je me permets de citer un vieux roman, peut-être le premier roman qui a existé d'ailleurs avec Don Quichotte, qui a été écrit, et c'est important de le savoir, quelques années, un siècle, on va dire un peu plus d'un siècle, après l'invention de l'imprimerie quand même. C'est-à-dire qu'au moment où les livres commencent à circuler énormément, donc vous allez me dire la submersion c'est ancien, oui mais ça s'accélère. Donc au moment, puisque Don Quichotte est quelqu'un qui finalement est submergé par les romans de cavalerie qu'il lit et qui finit par ne plus arriver à distinguer la réalité de la fiction. Donc je dis juste, pour reprendre la métaphore littéraire, est-ce qu'on n'est pas tous en train de devenir des Don Quichotte et à l'heure des intelligences artificielles qui produisent, cette espèce de mécanisme où le discernement devient de plus en plus compliqué risque de nous arriver. Alors, il y a des pistes, encore une fois, mais je crois qu'effectivement, on est rentré là-dedans. L'espérance que je partage là avec Muriel, c'est qu'effectivement, ça va nous faire revenir vers l'humain. Mais d'un autre côté, on peut s'apercevoir qu'une partie de nous-mêmes, une partie de moi-même sans doute, adore ce mécanisme hallucinatoire de submersion et d'absence de discernement entre la réalité et la fiction. Donc on est partagé entre les deux choses, c'est-à-dire le vertige à un moment donné du carrousel stroboscopique et l'autre en se disant oui mais quand même ce qui est produit par un être humain est à nul autre pareil. Et juste pour terminer, on voit arriver l'émergence des outils de dialogue avec les défunts. Oui, justement, je voulais... Donc, ça nous amuse au départ. Moi, ça m'amuse beaucoup d'entendre Johnny Cash chanter Barbie Girl. Bon, on sait bien qu'il n'a jamais chanté Barbie Girl. L'intelligence artificielle le produit de façon formidable. On a l'impression qu'on entend Johnny Cash chanter Barbie Girl. Mais je suis évidemment beaucoup plus pris de vertige quand j'entends se développer les IA qui vous permettent, à base d'enregistrement d'un de vos proches qui est décédé, d'avoir un dialogue, alors certes pas humain, certes calculé, certes totalement prévisible d'une certaine façon, mais en même temps, est-ce qu'une partie de nous-mêmes n'a pas envie d'y céder? J'en sais rien. Et peut-être citer d'ailleurs les... Pardon, oui. Peut-être que sur la disruption, je rejoins Bruno sur cette question d'être en communication sans être en communication, de ce mouvement graduel à partir des réseaux sociaux qui a atteint son paroxysme avec ChatGPT, parce qu'on pose des questions, on lit des écrits qui ne sont pas d'un écrivain. Quand ChatGPT sera multimodal, avec de la voix, il est déjà, on va entendre quelqu'un
quelque chose qui est dit, qui est communiqué sans être dit. Donc on se retrouve dans une situation assez absurde d'un écrit sans écrivain. Et néanmoins, il faut dire que dans le monde du travail, ces outils peuvent permettre une efficacité assez redoutable dans tout ce qui est résumé, dans tout ce qui est écriture de rapport. Et en effet, je pense qu'on a beaucoup moins de mal à corriger une sortie de ChatGPT que de corriger la sortie de quelqu'un d'humain. Donc il y a quand même un travail qui va se faire au fur et à mesure de se rendre compte que ce n'est pas un écrit, mais que c'est une sortie computationnelle ou un output computationnel, et que l'expérience humaine de se rendre compte qu'on n'a aucun mal à hacher du texte de ChatGPT, alors que si on lit quelque chose qui a été produit, même par des étudiants pas attentifs, on a quand même envie d'aider à transformer la phrase ou faire quelque chose. Donc il y a quand même de tout après la sidération. Je pense qu'on arrive à une façon de considérer ces sorties langagières de façon beaucoup plus industrielle. Et est-ce qu'on n'a pas, vous avez le même optimisme concernant ce qu'on appelle aujourd'hui le deepfake, c'est-à-dire la manière dont en fait, l'intelligence artificielle est employée pour parler de faire parler les morts, mais pour faire parler par exemple des personnalités encore vivantes, des célébrités, pour transformer des images, accoler des sons à des images pour faire parler des gens. On a même vu récemment en une de Libération une image de deepfake qui était une image d'un enfant, d'un bébé dans des ruines qui était porté par un manifestant pro-palestinien, qui était une image qui avait été générée par l'intelligence artificielle, donc qui n'a jamais existé et qui était censée figurer un enfant à Gaza. Est-ce que c'est inquiétant ce phénomène effectivement de deepfake produit par l'intelligence artificielle ? Oui, je pense que c'est inquiétant. Dans les réflexions que je suis amenée à faire au Conseil de l'Europe dans l'écriture de certains rapports, il y a beaucoup en note de fond la question de la démocratie, la spécificité des droits de l'homme, la règle de droit, la spécificité du Conseil de l'Europe. Et j'avoue que je n'ai pas encore la définition que j'aimerais, mais je pense qu'il y a un vrai lien très fondamental entre les faits et la démocratie, au sens que les faits sont vraiment l'essence, le moteur de la démocratie. Ils sont la matière brute à partir de laquelle on peut diagnostiquer les problèmes de façon collective dans une démocratie, pour après trouver des solutions, elles aussi, qui émergent d'un débat démocratique. Dans le processus, je pense que le deepfake est problématique à l'étape du diagnostic, à l'étape des faits. Si on laisse derrière nous les faits, on se retrouve dans une situation où on va forcément, à un moment, choisir ce qu'on veut croire. Et c'est ce problème de vouloir croire, à mon avis, qui est impliqué dans le deepfake. C'est que c'est non seulement le fait d'avoir une image générée, mais d'y adhérer. Et donc, quand je lisais vos pages, parce que vous avez un exemple exceptionnel sur ce concert de ABBA. Oui, tout à fait. Avec des avatars 3D. Et vous décrivez de façon très intéressante le moment, le début du concert où tout le monde est un peu dans une latence, on ne sait pas trop quoi penser de tout ça. Et puis après, finalement, décide de faire comme s'ils étaient là et profitent. Et vous avez cette phrase où vous dites que vous écrivez, ce n'est pas par ignorance, mais par envie. Bien sûr, c'est-à-dire que... Et ça, pour moi, c'est le mécanisme du deepfake. Et ça m'a fait penser à une étude de Théodore Adorno des années 50 sur les rubriques d'astrologie. Et donc Adorno souligne qu'en faisant l'étude même sociologique des lecteurs, en les rencontrant, c'était pendant son exil aux États-Unis, il souligne que les personnes n'adhèrent pas forcément au système astrologique, mais par contre, ça correspond à un besoin psychologique et qui répond, et l'offre astrologique répond aux besoins, et donc on ne se pose pas de la question de la justification du système qui est sous la rubrique astrologie. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans le deepfake, et qu'il y a aussi quelque chose comme ça dans les applications de dialogue avec les défunts.
C'est-à-dire que le problème est la satisfaction de mon besoin psychologique de dialogue. Et c'est une hyper-focalisation sur le besoin et mettre de côté la question de la réalité. Oui, mais en grande partie, là je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on voit bien, si vous voulez, que tout l'univers numérique, en réalité, on pense que les gens croient ce qu'ils voient, mais en réalité, l'univers numérique vous permet de voir ce en quoi vous croyez. Tous les biais cognitifs qui ont été étudiés, etc., on a tous fait des expériences avec des étudiants en mettant 2 mots à part. Vous savez, il y avait un groupe comme ça très drôle qui avait démontré que les chats étaient à l'origine de la majorité des complots de l'univers. Et vous pouviez démontrer, non, je suis très, très, très sérieux, vous pouviez démontrer en ligne, avec les sites que vous trouviez, que en fait, les chats avaient construit les pyramides, mais les chats aussi avaient provoqué les grandes catastrophes, les révolutions et autres, et qu'en fait, on était tous gouvernés par un complot ourdi par des chats. Donc, si vous pouvez le montrer pour des chats, vous pouvez le montrer à peu près, ou le démontrer, entre guillemets, je mets des guillemets à démontrer. Ça, c'est tout à fait vrai, et c'est tout à fait vrai que si vous voulez, la production aujourd'hui permet à chacun, et l'IA va démocratiser encore cette production de faux, parce que c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'en réalité, quand Adorno parle des horoscopes, il y a une dizaine de journaux qui font des horoscopes par jour. Puis à un moment donné, avec les deuxièmes niveaux où vous avez la copie possible et la viralité totale, tout ça circule énormément. Et aujourd'hui, avec les IA, à peu près tout le monde peut produire un deepfake. Vous allez sur DALL-E, vous pouvez mettre une photo. Je peux me mettre en train de marcher sur les eaux et puis c'est parti, quoi. Donc là, ça va la démocratiser beaucoup plus. Donc il y a aussi une question de volumétrie. Et quand on regarde ce qui se passe ces jours derniers, d'ailleurs, il y a eu déjà, moi je mentionne dans le livre ce qui s'était passé dans un certain nombre de pays africains ou avant, on voit que justement la production de faux par des machines, par des robots, par des IA dans les lieux de débat, qui sont devenus des lieux de combat, aujourd'hui certes permet aux gens de voir ce en quoi ils croient, mais exacerbe la réaction émotionnelle de premier niveau. Et en réalité, là où je suis évidemment totalement d'accord, c'est qu'il n'y a pas d'espace public aujourd'hui sans information, et il n'y a pas d'information sans de réalité factuelle. Donc à partir du moment où tout est produit, où vous ne savez plus ce qui se passe, il y a aussi quand même quelque chose qui va au-delà de la volonté des gens de croire, parce que je me permets juste peut-être 10 secondes, puisqu'on parlait de crédulité qui est le cœur du débat. Il y avait cette étude très, très intéressante qui a été faite à un moment donné. Vous savez, quand Orson Welles s'amuse à mettre en scène La guerre des mondes d'H.G. Wells sur la radio CBS, le lendemain, le New York Times publie qu'il y a eu des mouvements de panique, que les gens ont cru que les extraterrestres étaient arrivés, etc. Il y a quelques années, un chercheur américain a décortiqué tout ce qui avait eu lieu, tout ce qui avait eu lieu dans les commissariats, les courriers reçus, etc. Et en fait, sa grande trouvaille, qui me semble intéressante, c'était que pratiquement tous les courriers reçus par CBS, c'était des auditeurs qui disaient « moi, j'y ai pas cru, mais mon voisin a dû y croire ». Donc, vous êtes absolument irresponsable. Sous-entendu, moi, je ne suis pas crédule, mais tous les autres autour de moi sont crédules. Et si vous regardez bien aujourd'hui ce qui se passe dans, me semble-t-il, une sorte de dégradation de l'espace public, il y a certes la crédulité individuelle qui est assez limitée, puisque moi, je crois qu'effectivement, on ne peut plus dire que c'est de la crédulité quand on veut juste avoir une confirmation de ce à quoi on croit. Mais si vous pensez que tous les autres autour de vous sont crédules, alors il n'y a plus de débat possible non plus.